Bonjour. Aujourd'hui, dans cet atelier, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me paraît être un sujet important, qui est la prise de parole en public, donc une prise de parole efficace. Effectivement, nous sommes donc dans la relation d'aide, mais on néglige trop souvent l'aspect commercial qu'on doit avoir quand on doit présenter et vendre nos activités. On oublie trop souvent que ce qu'on vend, quand on est sophrologue, quand on est coach, quand on est relaxologue, quand on est naturopathe, ce qu'on vend, c'est nous. On doit se vendre et donc on doit savoir se vendre, apprendre à se vendre. Ça va passer par parfois des exposés ou des prises de parole obligatoires en public quand on va organiser des journées portes ouvertes, par exemple, quand on va participer à des salons, quand on va se présenter dans une équipe médicale au sein d'un centre hospitalier, par exemple. Bref, on a besoin de savoir prendre la parole en public et être à l'aise dans cette prise de parole. Bien entendu, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça se travaille, et cet atelier, je l'espère, va vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir travailler efficacement cet aspect-là. Donc l'objectif de l'atelier, c'est d'aborder et de vous mettre en réflexion sur votre faculté à transmettre un message oral, un message clair, à convaincre un auditoire et à faire face aux éventuelles situations difficiles, improvisation, questions, objections. Pour ce faire, j'ai établi un plan d'action et j'ai choisi de commencer par vous parler de la prise de parole, à proprement parler, de l'organisation du message, des aspects physiologiques de l'expression, de la relation avec l'auditoire et enfin les auxiliaires de prise de parole qui vont être les divers supports éventuels, supports techniques dont on va se servir durant cet exposé-là. Comme vous le savez, la communication va passer par différents stades et la communication va être une communication verbale ou non verbale. On va émettre le message avec notre cadre de référence. On va coder ce qu'on va dire finalement pour pouvoir l'envoyer à notre interlocuteur qui lui-même a son cadre de référence et il va devoir donc décoder le message, décoder la phrase que vous venez de dire pour pouvoir la comprendre. Et ensuite, vous en faire un feedback, en retour, et c'est comme ça que naît la communication dans l'échange. Seulement, que uniquement 45% de votre message va passer par le verbal, et 55% va passer par le non-verbal, donc votre gestuelle, votre posture. Donc il convient de travailler ça, et il convient donc d'apprendre à être congruent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, apprendre à gérer du coup ses émotions pour les masquer si besoin et à être totalement en accord avec le message. Je dis toujours à mes stagiaires qu'il y a deux phases. Quand vous devez vous présenter à l'autre, vous devez être convaincant et pour être convaincant, vous devez être convaincu du coup par ce que vous êtes en train de dire. Les trois niveaux de communication, eh bien, il y a d'abord donc l'émetteur, le message que vous allez envoyer, donc qu'il va arriver jusqu'au récepteur. Donc ce message doit être clair, concis, précis, compréhensible. Ensuite, le niveau de personne à personne, et là vous allez devoir utiliser des images, des attitudes, l'affect aussi, donc comme on disait tout à l'heure, les émotions que vous allez transposer quand vous allez envoyer votre message, et le niveau du statut, où ce sera le rôle, la méthodologie, la technique que vous allez choisir pour que ce message soit perçu plus facilement et plus aisément par l'autre. Au niveau de l'expression orale, il y a donc trois niveaux justement, le niveau physiologique, intellectuel et relationnel. Le niveau physiologique, ce sera votre voix, la force avec laquelle vous allez l'employer, l'articulation, l'intonation, le débit, le rythme adapté au message avec des pauses, des silences, des respirations, le regard, regardez les participants, individualisez votre discours par le regard si vous vous adressez à un groupe,
vos gestes et vos attitudes qui doivent venir en appui du message, et également, peut-être le plus important, votre décontraction, votre mise à l'aise et l'occupation que vous allez avoir dans l'espace. Le niveau intellectuel, ce sera bien entendu la maîtrise de votre sujet, l'objectif précis de votre intervention, avec une introduction qui doit avoir une accroche, une annonce du sujet et du plan d'action, ensuite le corps, le développement de votre discours et une conclusion qui sera essentiellement récapitulative. Vous allez devoir, dans le niveau intellectuel, apprendre à rationaliser vos idées. Vous allez apprendre à avoir un langage clair, précis, imagé. Au niveau relationnel, on sera dans la connaissance de soi, la connaissance des autres. Donc là, on est vraiment dans l'intégration de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que je connais de moi? Comment je sais, comment je peux réagir quand je suis en difficulté et comment je peux travailler dessus pour masquer cela. Le niveau relationnel, c'est aussi l'adaptation aux attentes et au niveau de compétence de l'auditoire. Bien entendu, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à un groupe qui vient pour avoir des informations lors d'une journée porte ouverte sur des séances de sophrologie de groupe, ou à un groupe composé de médecins, par exemple, dans un centre hospitalier, et vous allez venir présenter l'atout de la sophrologie dans ce cadre-là. Au niveau relationnel, vous devez également être authentique et motivé par ce que vous dites. C'est en étant motivé par ce que vous dites que vous allez devenir motivant pour les autres. Vous allez devoir développer votre qualité d'écoute et surtout, l'autre, l'interlocuteur, a besoin de vous sentir totalement disponible pour lui et pour répondre à ses éventuelles questions. Vous devez créer un climat propice à l'échange, un climat de confiance et un climat convivial. On va s'attarder maintenant sur l'organisation du message en lui-même. Bien entendu, pour pouvoir faire une intervention pertinente, il va falloir préparer son intervention. Quel va être le thème? Information précise, claire et fiable sur le sujet de votre exposé. Quel est l'objectif? L'auditeur doit savoir quel est l'objectif réel de cet entretien, de cet exposé. Vous devez expliquer, l'auditeur doit bien entendu comprendre ce que vous lui dites. Vous devez rassurer pour que l'auditeur puisse abandonner ses éventuelles craintes, convaincre. L'auditeur doit appliquer, adhérer, adopter l'idée. C'est le principe même de la vente, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et faire réagir, l'auditeur doit pouvoir prendre position. Au niveau des récepteurs, c'est important. Quel est le nombre? Vous n'allez pas vous adresser pareil à 1, 2, 3 personnes ou à une assemblée de 10 ou 20 personnes. Et quelles sont les compétences et connaissances qu'elles ont de la matière? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on ne s'adresse pas de la même façon si vous faites une présentation de la sophrologie à des gens qui ne connaissent pas ou à des personnels médicaux, par exemple. Quels sont leurs centres d'intérêt? En quoi sont-ils concernés? Qu'est-ce que ça va leur rapporter? Les points essentiels à comprendre et les idées clés à mémoriser. Dans quel esprit viennent-ils? Avec quelles attentes vis-à-vis du thème et de l'objectif? Quelles réactions prévoir? Réactions intellectuelles, affectives ou questions et objections? Bien entendu, vous n'allez pas faire l'unanimité. Et on va prendre un exemple. Vous allez présenter la sophrologie. Vous allez donc présenter votre courant de sophrologue psychocomportemental. Et vous allez avoir en face de vous un caïcédien, par exemple, un puriste caïcédien qui va émettre des objections par rapport à ce que vous dites, puisqu'il ne va pas avoir la même vision que vous de la sophrologie. Comment mobiliser leurs énergies? Donc en suscitant leur attention, en favorisant leur participation. Et quel plan choisir? Décider du plan.
c'est choisir le meilleur chemin à suivre en fonction des différentes données. Pour me préparer, à mon sens, il convient de répondre à cette question essentielle. À qui vais-je m'adresser? Quel est mon but? Avec quelle approche? Sur quel mode? Combien de temps ai-je pour faire cette présentation? Ou, très important, et avec quels moyens? De quels moyens j'ai besoin pour transmettre mon message? Vous n'allez pas vous adresser de la même façon, vous n'allez pas avoir le même discours. Si vous êtes en atelier vidéo comme je suis en train de faire, si vous êtes en atelier visio mais interactif, ou si vous êtes en salle avec différentes personnes. On a donc ce que j'appelle le triangle magique. Vous avez l'objectif, vous avez l'auditoire et vous avez le sujet que vous devez maîtriser et que vous allez préparer en fonction de l'objectif et des personnes cibles de votre intervention. Pour réaliser votre intervention, vous allez donc commencer par l'introduction et c'est une phase très importante. Vous avez une seule chance de faire une première bonne impression. Tout va se jouer dans le début. Vous devez être complètement congruent, vous devez être complètement convaincant et donc convaincu de ce que vous dites. Vous devez paraître être à l'aise, même si à l'intérieur, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pendant toute l'intervention, vous gérez votre relation avec le contenu, avec vous-même, l'image de soi, l'assurance, avec les autres, considérez le ou les récepteurs comme un partenaire, respecter son cadre de référence. L'introduction doit être brève et remplir un triple rôle. Accrocher l'auditoire, susciter son intérêt donc, annoncer le sujet et l'objectif, le relier au vécu et présenter un plan, citer les idées principales que vous allez développer. Pour ça, on arrive sur le fameux OSTMP. Son objectif principal, ça va être créer le décor. En cas d'un entretien d'une dizaine de minutes, par exemple, l'introduction peut se limiter au STMP. Objectif, stratégie, tactique, moyens que vous aurez et programmation. Ensuite, vous allez rentrer dans le vif du sujet en réalisant votre intervention. Vous allez donc développer, expliquer ou démontrer chaque idée, lier les idées entre elles à l'aide de mots, de liaisons, aider vos auditeurs à mémoriser vos idées avec des exemples, des anecdotes, des images, voire parfois des chiffres. Utilisez les silences et n'ayez pas peur du silence. S'exprimer par des phrases courtes, veiller à la voix, au volume, au débit, à la tonalité, à l'articulation pour être bien compris de tous. Utiliser des interrogations ou des fausses questions. Interpeller l'auditoire. Répéter les informations essentielles. N'ayez jamais peur de répéter. Répétez, reformulez, dites la même chose mais différemment pour être sûr que le message va être bien perçu. Et ensuite, synthétisez fréquemment. Je vous conseille d'impliquer vos interlocuteurs en utilisant donc les 3 V. Vous, le vécu, le visuel. Rappelez-vous que la majorité des personnes vont être visuelles ou kinesthésiques, donc employez vraiment des sensations, des émotions ou une imagerie. Construire votre discours avec les 3 dires. Annoncer l'idée, argumenter l'idée et donner un ou des exemples. Vous arrivez ensuite du coup à la conclusion. Ne pas accélérer le débit pour en avoir vite terminé. Hein. On a tous tendance à vouloir faire ça. Waouh, c'est bon, c'est presque fait. Donc j'accélère et puis on ne comprend plus rien. Élevez même légèrement le ton pour susciter l'intérêt et l'attention de votre auditoire. Synthétisez les 2-3 idées essentielles.
Faites une conclusion récapitulative. Répétez le ou les messages clés. Enfin, votre conclusion doit s'ouvrir vers l'avenir, doit avoir un lien avec un avenir possible. Vous allez avoir dans le support écrit une petite fiche qui peut vous aider donc à préparer votre exposé. Donc elle sera à votre disposition. C'est très simple. On est un petit peu dans le plan d'action du coaching avec l'objectif et les questions possibles, les réponses, les étapes que vous allez devoir mettre en place. Donc, je construis un plan dynamique. Je construis un plan dynamique avec une introduction. L'introduction, quel est le but de mon intervention avec une accroche. Ensuite, j'argumente. Mes arguments sont peu nombreux et insistent sur les avantages pour l'auditoire. La phrase clé qui résume mon argument à retenir par les participants. Et votre conclusion rappelle l'objectif, visualise le résultat à atteindre et c'est un engagement à l'action. Vous pouvez maintenant être amené à avoir une prise de parole non préparée, non prévue. Eh bien, vous allez dans ce cas-là analyser la situation, dans quelle situation je me trouve. Vous allez observer pour calibrer un petit peu ce qui se passe et pour avoir les attentes des interlocuteurs. Vous allez travailler et veiller sur votre sentiment et votre côté émotionnel. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments sur le moment. Partez plutôt dans des pistes de réflexion que dans un tout théorique où vous allez pouvoir vous embourber. Soyez dans des pistes de réflexion, dans une discussion plutôt ouverte et ensuite parler d'action. Votre interlocuteur a besoin de vous voir ou de l'imaginer dans l'action et l'action est beaucoup plus facile à improviser que la théorie. Nous arrivons maintenant aux aspects physiologiques de l'intervention. Nous avons la voix. La voix est un élément fondamental de l'expression orale. Elle puise son énergie au centre de notre corps. Elle nécessite un équilibre corporel, mental et une respiration abdominale profonde. Le volume, adapté à la salle et au nombre de participants, l'essentiel est de lancer sa voix loin et non pas fort. L'idée, c'est vraiment pas de je veux parler fort, je veux couvrir les autres bruits, mais je vais lancer ma voix, je vais aller chercher la personne qui se trouve au fond de la salle pour qu'elle puisse bien m'entendre et capter le message. On va contrôler et adapter le débit à la complexité du message transmis. Donc n'hésitez pas à parler plus lentement quand ce que vous dites va être un petit peu technique ou compliqué. La tonalité, placer sa voix, veiller à rester dans les graves. La tonalité s'adapte à la relation qu'on veut établir avec son auditoire. Elle participe au dynamisme de votre message. La tonalité variée évite d'avoir une voix monotone qui peut ennuyer et faire perdre le fil de ce que vous êtes en train de dire. Elle permet d'accentuer les mots et les idées fortes, comme on le voit en séance en sophrologie par exemple avec le saupoudrage. Donc n'hésitez pas à le faire, même dans une présentation à l'oral. Et enfin, la tonalité va donner du discours, du relief à votre discours justement. Et on finit par l'articulation. Bien entendu, une bonne articulation est très importante pour la compréhension du message. Une fois qu'on a travaillé la voix, on arrive sur un élément central, indispensable, dont on aborde les aspects principaux dans les cours, c'est une respiration bien maîtrisée. Une respiration maîtrisée favorise l'aisance et la détente. Elle va favoriser la gestion des émotions. La respiration abdominale permet de centrer sa voix, de réguler le trac, l'émotion. Respirer, c'est égal à expirer et inspirer. Dans un moment de trou, inspirez profondément.
L'apport d'oxygène ramène souvent la mémoire du mot vagabond. Expirer ou inspirer pour éviter les ben ou les voilà. Travailler à haute voix pour trouver les intonations, le rythme, les pauses et donc travailler votre respiration. Si tu veux qu'on t'écoute, apprends à te taire. Le silence permet à l'orateur de se concentrer sur ce qu'il va dire et à l'auditoire d'assimiler ce qui vient d'être dit. Pensez aux pauses d'intégration, c'est très important. Les silences sont d'abord indispensables à l'orateur pour respirer, s'exprimer sur l'expiration, se taire sur l'inspiration. La pensée se forme dans les silences, laissez germer les idées avant de les exprimer. Ils sont également précieux pour l'auditoire, pour comprendre, intégrer les informations, apprécier. Ils permettent de souligner une idée. Utiliser avant, ça favorise la réflexion, met en valeur l'information et crée aussi un suspense. Utiliser après renforce l'impact de ce que vous venez de dire et prépare à la transition. Il convient de faire attention et d'abandonner les gestes parasites automatiques ou de gêne et d'apprendre à les remplacer par d'autres beaucoup plus écologiques à ce moment-là.